Le chaos s'abat. Livre 1 de la série La chute de l'Amérique. Écrit par Scott Medbury et narré par Alexandre Kambakidis. Troisième partie, Rencontre. Chapitre 18. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais quand je me suis réveillé, j'étais allongé face contre terre, sur une surface froide et inflexible, qui rebondissait et vibrait sous mon corps. J'avais mal. J'avais l'impression que mon bras et mon épaule droit étaient sur le point de tomber, et je ressentais une vive douleur au niveau de la tête. Mes bras étaient derrière mon dos, et je sentais une pression serrée autour de mes poignets. Après quelques instants, j'ai pris conscience des bruits qui m'entouraient, notamment le bruit du moteur. J'étais dans un camion ou une camionnette. J'ai commencé à me débattre. J'avais l'impression que les liens sur mes poignets me coupaient la peau. « Ça va aller », a dit une voix en chuchotant. C'était Ben. « Chut, on ne veut pas que les gardes reviennent par ici », a dit Brooke en murmurant en retour. En tournant la tête dans leur direction, j'ai étiré mes yeux pour essayer de voir quelque chose dans l'obscurité. Il faisait nuit noire où que nous soyons. J'ai abandonné et j'ai fermé les yeux de nouveau. « Qu'est-ce qui est arrivé à Luke ?» ai-je demandé, en parlant aussi fort que la situation me le permettait. « Isaac, t'es réveillé ?» demande Ben, le soulagement inondant sa voix. « Nous avons été capturés par une patrouille chinoise. »« Merci pour le flash info, mon vieux, » ai-je dit, puis j'ai gloussé en me retournant vers leur voix. « Luke est ici aussi, quelque part, probablement inconscient de sa dernière raclée, » a-t-il répondu d'un ton égal, mon sarcasme n'ayant aucun effet sur lui. « Soyez plus silencieux tous les deux, » a dit Brooke dans son souffle. Luke s'est réveillé quand ils nous ont fait monter à l'arrière, et il a fait du grabuge. Ils l'ont frappé à l'arrière du cou et l'ont assommé de nouveau. On voudrait pas que la même chose arrive à l'un d'entre nous. « Vous avez une idée d'où nous sommes et où ils nous emmènent ?» ai-je demandé, en baissant le ton de mon chuchotement. « Non, ils nous ont attachés les mains derrière le dos et nous ont entassés à l'arrière de ce camion, » a expliqué Ben. J'essayais de comprendre ce qu'ils disaient à ces traîtres, mais ils étaient trop loin. Au fait, t'as donné une bonne leçon à ce petit con. J'imagine qu'il y réfléchira 2 fois avant d'ouvrir sa bouche. Will ? Oui, tout a un sens maintenant. La nourriture abondante, le gaz et l'insistance pour que nous restions une nuit de plus. Leur étrange volonté de nous aider. Ils travaillaient pour les Chinois, piégeant les jeunes Américains sans méfiance, et les appelaient pour les collecter. La maison était un piège, comme du miel pour les abeilles. Je suis resté inconscient longtemps ? On roule depuis environ 30 minutes. 30 minutes ? C'est tout ? J'avais l'impression d'avoir été inconscient pendant une journée entière au moins. J'ai essayé de m'asseoir, ce qui n'était pas facile avec mes mains attachées derrière mon dos. Finalement, je me suis traîné jusqu'à la paroi du camion et j'ai réussi à me mettre en position assise. En tournant mes mains et mes doigts, j'ai découvert que de fines attaches en plastique retenaient mes poignets. Elles ne m'avaient pas encore entaillé, mais étaient suffisamment serrées pour que mes doigts commencent à picoter. « Qu'est-ce qu'on va faire, Isaac ?» a demandé Ben. Je me suis senti impuissant et manquant cruellement de leadership à ce moment-là, quand bien même je n'avais pas demandé ce poste. « Je ne suis pas sûr. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. » Le silence a ensuite régné. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup réfléchi. La douleur à la tête et les autres blessures que j'avais subies ne laissaient pas de place à l'apitoiement. Environ une demi-heure après mon réveil, un gémissement est venu de l'obscurité, près de l'arrière du camion. « Luc ?»« Ouais, » a-t-il gémi. « Je crois que mon crâne est enfoncé. »« On est où ?»« Toujours dans le camion. Parle pas trop fort. »« Ouais, pas sûr que je pourrais si je le voulais. »« Ben et Brooke ?»« Nous sommes là, » ont dit les jumeaux à l'unisson. Luc a gloussé malgré sa douleur évidente. « Reposez-vous pour l'instant, ai-je dit. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. »« Ouais, ok. » Nous sommes redevenus silencieux. Je me sentais toujours désorienté, mais je reprenais lentement mes esprits. Le camion roulait à une vitesse régulière, ralentissant de temps en temps pour tourner en arc de cercle avant de reprendre de la vitesse. Je suppose qu'il passait devant des véhicules abandonnés. Après ce que je pense être une demi-heure de plus, le véhicule a ralenti
et je me suis retrouvé à glisser sur le plancher métallique et à basculer sur le côté droit, lorsque le conducteur a tourné un peu trop vite. J'ai à peine perçu l'arrêt du camion que la douleur s'est ravivée dans mon bras et mon épaule meurtrie. Les portes ont claqué à l'avant, et il y a eu une courte pause avant que la porte roulante ne s'ouvre avec fracas pour révéler les silhouettes de nos ravisseurs. J'ai cligné rapidement des yeux pour m'adapter à la faible lumière. L'un des soldats est monté à l'intérieur. « Pit stop », a-t-il dit, dans un anglais très accentué, mais étonnamment bon. « Vous allez utiliser les toilettes maintenant. » Nous avons appris plus tard que de nombreuses patrouilles chinoises avaient des soldats attachés à leurs unités qui avaient passé du temps en Amérique, notamment en tant qu'étudiants d'échange. « Et si on veut pas y aller ?» a lancé Luke. « C'est votre dernière chance de partir. Nous avons une longue route à faire et plus d'arrêts au stand. Les seuls arrêts à venir sont pour recueillir plus d'enfants comme toi sur le chemin. Alors je vais aller pisser, ai-je dit en me servant du mur pour me mettre debout. Merci. Vous allez tous y aller. Tout le monde debout. Et pas de bêtises. On vous surveille. Et on a rangé les balles en caoutchouc d'hier soir. Si vous essayez de partir, on utilisera les vraies, a dit le soldat en tapotant la petite mitrailleuse qu'il tenait, avant de la mettre en bandoulière. Les balles en caoutchouc avaient été suffisamment violentes. Je ne voulais pas ressentir l'impact d'une balle réelle. C'était certain. Je suis descendu de la camionnette avec l'aide du soldat anglophone. Nous étions sur une aire de repos, au bord d'une autoroute, et il faisait encore nuit. Mais le ciel s'éclaircissait d'une lueur rose avant l'aube. À la porte des toilettes, le soldat nous a arrêtés. « Un à la fois », a-t-il dit. Je regarde, et Chan regarde derrière. Comme j'ai dit, pas de bêtises. Il a tiré Brooke en avant et l'a retourné, sortant un petit canif de la poche de son uniforme. Il a coupé la fermeture éclair d'un geste et l'a poussé vers la porte. « Les dames d'abord », a-t-il dit. Brooke a disparu à l'intérieur, mais pas avant de lui avoir lancé un regard noir par-dessus son épaule. « Toi et Chan, hein ? Combien d'autres salauds comme vous sont là ?» demanda Luke. Ses yeux se sont agrandis. Le soldat a regardé Luke, les pommettes et le menton meurtris par les coups qu'il avait reçus, et a souri dangereusement. Sans prévenir, il lui a asséné une gifle violente au visage. Luke l'a regardé avec insolence. « Tu as déjà causé beaucoup d'ennuis, monsieur le rouquin, » a dit le soldat. « Tu ferais mieux d'espérer que nous ne trouvions pas beaucoup d'autres pick-up entre ici et Washington. Si le camion est trop plein, il est possible que des accidents arrivent à certains d'entre vous. » « L'État de Washington ou la ville ?» ai-je demandé rapidement. J'essayais de détourner son attention de Luke, qui semblait sur le point de le provoquer davantage. C'était risqué de poser des questions, mais pas plus risqué que de laisser Luke se faire tuer pour son impertinence. Le soldat a tourné son regard vers moi. « Nous pensons qu'il est important de vous emmener dans un camp de travail, dans une zone inconnue, » a-t-il dit. « Moins de risques, moins de problèmes. Mais vous transporter par camion à travers tout le pays est un coût prohibitif. Les nouveaux travailleurs seront relocalisés au nord et au sud, pas à l'est ni à l'ouest. »« La ville alors » ai-je répondu, surpris qu'il accepte de me parler. « Oui » a-t-il dit, « la ville. »« Tu parles très bien anglais » ai-je dit. « Tu as appris ça où ?»« Stanford » a-t-il dit. « J'y ai fait mes études supérieures. Les écoles supérieures américaines sont mauvaises. » Ou l'étaient. « Tu as un diplôme supérieur ?» ai-je demandé. « Que fais-tu ici alors ?» Comme je l'ai dit, les écoles supérieures américaines ne sont pas terribles. La plupart des entreprises et des agences gouvernementales de mon pays considèrent que le doctorat en anthropologie n'est guère mieux que l'équivalent chinois d'une maîtrise. Le soldat s'est approché de la porte des toilettes et a frappé bruyamment. « Tu mets trop de temps, chérie. Dépêche-toi !» C'est alors, par-dessus son épaule, que mon regard a été attiré par les ombres au coin du bloc sanitaire. Au début, j'ai cru que j'hallucinais, mais quand je me suis concentré, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un portait un masque de ski, dont la tête était une forme plus sombre dans l'ombre. Il nous observait depuis le coin du bâtiment. Je n'ai pas réagi. J'étais presque sûr que les autres n'avaient pas remarqué notre visiteur, et que l'arrogant soldat en était inconscient. Puis, la forme a disparu, si vite que je me suis presque demandé si j'avais vraiment vu quelque chose. « Tu as jusqu'à 3, a crié le soldat en frappant à la porte. Après ça, s'il le faut, j'entrerai et je t'aiderai à terminer.
Espèce de... a dit Ben. Mais Luke et moi nous sommes rapidement placés entre lui et le soldat. Ça ne servirait à rien, Ben, ai-je dit, pour calmer notre ravisseur, avant de dire « Il te tabasserait comme nous l'avons été ». Ben et Luke m'ont regardé, en levant les sourcils, mais nous nous sommes tous tournés vers le soldat quand il a commencé à compter. 1, 2, il n'a pas fini de compter. Nous l'avons vu se tendre et se raidir avant de s'éloigner de la porte en trébuchant et de se retourner pour nous regarder avec colère. Nous avons fait un pas en arrière alors qu'il passait la main au-dessus de son épaule pour attraper quelque chose. « Qu'est-ce que... » a-t-il bredouillé, mais il s'est effondré sur le sol avant d'avoir pu terminer sa question. Je me suis précipité vers lui et suis tombé à genoux, lui tournant le dos pour pouvoir approcher mes mains liées du couteau qui pendait à sa ceinture. « Vite, aide-moi à prendre son couteau !» ai-je dit à Luke. « On pourra se libérer les poignets et se tirer d'ici. » Je savais que c'était la personne en noir qui avait fait ça, mais je n'avais aucun moyen de savoir si l'ennemi de mon ennemi était mon ami. Si on pouvait se libérer et récupérer le camion, on n'aurait peut-être pas besoin de le découvrir. « Isaac ?» a lancé Luke, en regardant par-dessus mon épaule sans bouger. « Qu'est-ce que t'attends, Luke ? Dépêche-toi !»« Isaac, il y a 2 gars habillés comme des ninjas juste derrière toi. »« Oui, dit Ben, en s'avançant à côté de lui. Et ce ne sont pas des tortues. » Je me suis retourné et j'ai vu la personne vêtue de noir que j'avais vue auparavant, et un homme plus grand, habillé de manière identique. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment habillé en ninja, mais en tenue de kung-fu noir avec des masques de ski. Le plus grand tenait une sorte de tube dans ses mains, et j'ai réalisé que c'était une sarbacane. Mon ami Tommy avait l'habitude d'en avoir une version Nerf. Nous avions joué avec la dernière fois que je l'avais vu. « Libérez-les », a dit le plus grand à son partenaire. « Je vais aller voir si Ali et Arthur ont sécurisé le camion. » Ce garde a dit qu'il y en avait un autre à l'arrière du bâtiment, ai-je dit. Déjà pris en charge, avant que nous fassions sortir votre ami par la fenêtre de la salle de bain, a dit notre mystérieux sauveur en s'éloignant. Brooke, est-elle en sécurité ? A demandé Ben à celui qui s'est approché de nous. La fille ? Ouais, elle ne peut pas être plus en sécurité, a-t-il dit en sortant un couteau de sa poche. Tournez-vous et je vous libère les mains. Il nous a rapidement libérés et a retiré son masque pour révéler un visage d'adolescent, encadré par des cheveux blonds hirsutes. Sans le masque de ski, il ressemblait plus à un surfeur qu'à un ninja. Merci, ai-je dit. Je suis Isaac, et voici Luke et Ben. Je m'appelle John, a-t-il répondu. Suivez-moi. Sonny veut qu'on se rassemble au camion. Quel camion ? A demandé Luke. Celui dans lequel t'es venu. Viens. Nous avons suivi John jusqu'au camion, où nous avons trouvé 2 autres ninjas. Ils se tenaient au-dessus de 2 autres soldats chinois qui étaient étendus à côté de la cabine. Leurs 2 têtes étaient posées à des angles bizarres. « Oh mon Dieu !» dit Ben à voix basse. Lorsque nous les avons rejoints, le plus grand et une fille aux cheveux longs et noirs qui tenait son masque de ski à la main ont conduit Brooke vers nous. Le plus grand, qui était manifestement le chef, a alors retiré son masque. Il était chinois. J'ai dû tressaillir, car il m'a regardé et a immédiatement éclaté de rire. « Panique pas, mec !» dit-il avec un parfait accent. Et il a tendu la main. Je ne suis pas l'un d'entre eux, mais heureusement que je les gêne, sinon j'aurais été réduit en morceaux de viande quand la grippe a frappé. Je m'appelle Sonny Lee. Je lui ai serré la main et j'ai présenté notre groupe. En quelques minutes, nous avons récupéré nos sacs à dos et, heureusement, nos armes aussi. Elles avaient été confisquées par les Chinois, chez Will, et avaient été chargées dans un coffre à bagages sous le côté du camion. De toute évidence, les Chinois n'ont pas permis au groupe de Will de garder plus d'armes que nécessaire. Sonny nous a offert de nous réfugier avec son groupe aussi longtemps que nous le voulions. Contrairement à la première impression que j'ai eue de Will, Sonny est apparu dès le départ comme accueillant et honnête. Et de plus, il avait clairement démontré qu'il n'était pas de mèche avec les Chinois. Ils étaient également basés à Worcester, qui était notre prochain objectif, et nous avons donc naturellement tous accepté leur offre. Chargez le camion, je dois m'occuper de quelque chose. John, tu peux m'aider ? Ils sont alors retournés aux toilettes, et quand ils sont revenus, Sonny portait l'uniforme de l'homme qui nous avait escortés. Son regard était sinistre, et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'il avait fait de l'officier inconscient. À l'arrière du camion, alors que j'étais sur le point de monter, je les ai vus traîner les 2 corps au loin.
Quand ils ont eu fini, John est monté avec nous et Sonny a fermé la porte coulissante. Nous nous sommes arrêtés sur la première aire de repos de l'autoroute entre Worcester et Boston. Les autres ninjas de Sonny étaient tous des adolescents. Ali, Karen et Arthur. Pendant le voyage, l'équipe de Sonny s'est montrée très bavarde et nous avons posé beaucoup de questions. Il s'avère que Sonny est un Américain d'origine chinoise. Il est né en Chine moins d'une semaine avant que ses parents ne viennent s'installer aux États-Unis. Sonny n'avait aucun souvenir de son pays natal. Il parlait à peine le chinois car son père avait insisté pour qu'il soit élevé comme un Américain. Le seul domaine où cela ne s'appliquait pas était celui des arts martiaux. Monsieur Li s'était assuré que son fils était bien formé aux arts traditionnels chinois, tels que le tai chi et le Wing Chun Kung Fu. Sonny avait apparemment pris cet entraînement très à cœur. Les autres ont expliqué qu'il avait remporté plusieurs tournois d'arts martiaux lorsqu'il était adolescent et jeune adulte. Et lorsque l'infection est arrivée, Sonny, âgé de 28 ans, était le sifu de l'une des académies d'arts martiaux les plus populaires de l'État. Arthur, John, Ali et Karen étaient ceux qui restaient de ses élèves, ainsi que Mark et Samara, qui étaient restés à leur base d'opération. Je n'ai pas évoqué ma première expérience du kung-fu à ce moment-là. Nous venions à peine de les rencontrer, et aussi bonnes qu'avaient été les premières impressions, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas dévoiler toutes mes cartes. Surtout après ce qui s'était passé lorsque nous avons fait confiance à Will et son groupe. Après un arrêt rapide dans un grand magasin à l'extérieur de Worcester pour charger quelques fournitures à l'arrière du camion, nous étions bientôt en route pour l'académie d'arts martiaux, où Sonny et ses élèves s'étaient terrés depuis la semaine de l'enfer. Chapitre 19. Sonny a garé le camion dans le garage souterrain, à côté de l'académie, et nous avons aidé à décharger les fournitures qu'ils avaient récupérées. L'académie occupait tout le rez-de-chaussée d'un petit bâtiment. Elle était tapissée et bien rangée, avec des équipements et du matériel disposé minutieusement sur des étagères contre le mur. J'ai également vu un présentoir d'armes de poing assorties qui a attiré mon attention. Quand nous avons eu terminé, nous nous sommes assis autour d'une table pour boire le jus de pomme que Sonny nous a servi pendant que les autres rangeaient les nouvelles fournitures. Je lui ai demandé s'ils s'étaient sentis en sécurité en conduisant le camion. Ils marquent leur camion d'une peinture spéciale sur le dessus pour les identifier auprès de leurs satellites. Donc normalement, tant que le camion n'est pas signalé comme étant en retard, la surveillance chinoise ne le détectera pas comme une menace. Bien sûr, c'est une chance qu'il n'ait pas encore installé de poste de contrôle ici. Je ne suis pas certain que j'aurais été capable de bluffer lors d'une rencontre en face à face. Uniforme ou pas uniforme. « Tu vas t'en débarrasser ?» a demandé Luke. « Ouais, on ne peut pas le garder très longtemps. Ce soir, à la nuit tombée, on le conduira dans un autre parking et on le brûlera, » a dit Sonny. « Ce sera le 3e camion qu'on leur a volé en 2 semaines. Donc ça risque de chauffer s'ils découvrent où on a atterri. »« 3e ?» ai-je demandé. « Et ils n'ont pas changé de leur habitude ou envoyé leur armée ?»« Juste des hélicos. Je pense que les 2 premières fois, ils ont probablement pensé que c'était juste un groupe d'enfants. Mais ça pourrait être différent cette fois-ci, étant donné qu'il y avait des prisonniers dedans, et on a tué 4 soldats au lieu de 2. On a trouvé une radio sur un des soldats du premier camion, donc on écoute leurs conversations de temps en temps, même si je suis le seul ici à comprendre partiellement. Ils parlent probablement mandarin, alors qu'on dirait que t'es cantonais, a dit Brooke. C'est vrai? Comment le sais-tu? Il avait l'air impressionné. Il t'appelle Sifu, a dit Brooke. C'est un terme cantonais. En mandarin, le terme est Shifu. C'est subtil, mais il y a quand même une différence. Tu parles chinois? A demandé Sonny. Juste un peu, a-t-elle répondu en rougissant. J'ai fait une année de mandarin, et mon prof aimait souvent souligner la différence entre le mandarin et le cantonais. Est-ce que toi ou l'un des gars connaissait le morse par hasard? A demandé Ben, s'avançant à côté de sa sœur, en posant une main sur son épaule. Je pense qu'Arthur et John le comprennent, a dit Sonny. Ils étaient tous les 2 scouts. Pourquoi? Nous avons ensuite passé une demi-heure à dire à Sonny ce qu'on savait du message, ainsi que ce qu'on avait trouvé. Je pense que nous avions tous décidé que ça devrait être fait. Nous devions faire confiance à quelqu'un, et cela semblait être une bonne opportunité et les bonnes personnes pour le faire. Avez-vous une radio normale avec une réception AM? Ai-je demandé. Ce serait bien d'avoir le message écrit, comme ça on aurait plus d'éléments pour avancer. Bien sûr, mais nous ne l'avons pas allumé depuis des semaines. J'avais même pas pensé à essayer les chaînes AM, dit Sonny. On la sortira plus tard. Vérifions d'abord vos blessures. Vous 2 en particulier. Vous avez l'air de revenir de la guerre.
Sonny, qui avait apparemment quelques connaissances médicales mais pas de formation professionnelle, a pris le temps d'examiner nos blessures et contusions diverses. Brooke s'est fait discrète lorsque Luke et moi avons enlevé nos chemises, tandis que Ben semblait déchiré entre mentionner sa morsure de chien sur le derrière ou suivre sa sœur vers la sortie. Finalement, il a choisi la dernière solution, et Luke et moi avons eu un petit rire. « Y a quelque chose que je devrais savoir ?» a demandé Sonny. « Non, rien, ai-je dit, en continuant de sourire. » Sonny a touché la bosse sur mon front, aussi doucement que possible. Mais ça faisait un mal de chien. J'ai aspiré un souffle douloureux. « Désolé, je pense pas que ton crâne soit fracturé, mais t'as probablement encore une légère commotion. Je pense que la bosse sur ta tête et ton œil au beurre noir s'estomperont dans une semaine ou deux. » Mon bras et mon épaule étaient couverts d'une énorme ecchymose violette, à l'endroit où la balle en caoutchouc m'avait touché. Mais là encore, il ne pensait pas qu'il y avait de fractures ou de dommages permanents. Au moins avec les nouvelles blessures, je ne sentais presque plus le muscle de ma cuisse que j'avais froissé. Il s'est maintenant intéressé à Luke. La cage thoracique de Luke était très abîmée, et d'après la sensibilité, Sonny pensait qu'il y avait peut-être des côtes cassées. Bien sûr, sans radiographie, c'est impossible à dire, mais je vais quand même te mettre un bandage. Il ne montrait aucun signe de commotion quand Sonny la regardait dans les yeux. Apparemment, les soldats chinois avaient été assez habiles pour mettre hors d'état de nuire sans faire trop de dégâts. Quand il a eu fini, il nous a regardés. « Vous avez l'air crevés, les gars. Et après ce que vous avez vécu, c'est bien normal. Allez-y, reposez-vous. Les tapis d'entraînement font d'excellents lits. Je vous réveille s'il y a du nouveau. » Nous l'avons écouté. Effectivement, les tapis d'entraînement ont fait de très bons matelas pour dormir, par rapport au sol rocheux, même s'ils n'étaient pas vraiment comparables à un vrai lit. Mais les mendiants n'ont pas vraiment le choix. Ben et Brooke ont dormi avec nous aussi, et Sonny a fait en sorte que les autres enfants nous laissent un peu de temps pour nous. Luke et Ben se sont mis à ronfler instantanément après s'être couchés, et Brooke s'est endormi profondément peu de temps après. J'étais aussi fatigué, mais il m'a fallu du temps pour m'endormir. Je pensais à la chance que nous avions eue. Chanceux que nos ravisseurs aient choisi de ne pas nous tuer. Chanceux que Sonny et son groupe soient sortis cette nuit-là, pour une de leurs missions de harcèlement de l'ennemi. Cela signifiait peut-être que la chance tournait enfin. J'ai aussi pensé à Sonny. Il était né en Chine, mais avait été élevé comme un Américain. Et il avait en lui une sorte de rage qui me faisait un peu peur quand je l'entendais parler des Chinois qui envahissaient sa patrie. Il semblait néanmoins compétent pour diriger son groupe d'étudiants. Et si l'on en croit ses trophées dans la vitrine, près des portes d'entrée de l'académie, il était probablement capable de botter un nombre impressionnant de fesses. Je m'inquiétais cependant de ce qui lui arriverait, à lui et ses protégés, si l'armée chinoise décidait de lancer une frappe sur Worcester pour mettre fin aux disparitions de camions. Je ne voudrais pas être là quand ça arriverait. Quelques patrouilles isolées sans soutien, c'était une chose, mais je doutais que les ninjas de Sonny soient capables de s'attaquer à un groupe plus important de soldats chinois déterminés à les traquer. J'ai décidé de faire de mon mieux pour les convaincre de venir avec nous au refuge. Ils constituaient certainement un atout pour notre petit groupe. Finalement, ma lassitude a eu raison de moi, et je me suis endormi avec plus d'espoir que depuis l'attaque du chien. Je me souviens rarement de mes rêves, mais ce jour-là, je me rappelle clairement avoir rêvé de Sarah sur une route qui serpentait à travers la forêt. Elle s'éloignait de moi et ne se retournait plus, malgré le fait que je criais son nom et que je la suivais. C'est en fin d'après-midi que Sonny nous a réveillés. Il nous a dit qu'Arthur et John avaient tous deux écouté le message codé et confirmé qu'il s'agissait du même message répété encore et encore, en changeant de fréquence une fois sur deux. Peut-être que c'est automatisé. Peut-être que c'est un piège, s'inquiète-t-il. Peut-être, mais je ne pense pas que les Chinois se donneraient tout ce mal alors qu'ils n'ont qu'à rassembler tout le monde, a dit Luke. Ils ont énormément de temps après tout. Excités, nous nous sommes tous précipités dans la cuisine, où Arthur et John étaient assis près de la radio. Arthur a glissé le bloc-notes vers moi. Refuge NH. Chercher le dragon sur le Mont Blanc. Donc il n'y a pas vraiment d'emplacement réel ? Malheureusement, on n'en apprend pas beaucoup plus, ai-je dit, légèrement déçu. Non, c'est compréhensible, dit Luke. Ils ne peuvent pas donner trop de détails. Il faut que ce soit cryptique, au cas où les Chinois tomberaient dessus. Je ne sais même pas s'ils utilisent le morse, mais si c'est le cas, le message est à l'envers et ne contient que des indices. C'est assez intelligent, vraiment. Laissez-moi prendre mon atlas.
maintenant que nous avons de la lumière et que mes doigts sont plus congelés. Il s'est alors précipité hors de la pièce. Quand on partira, tu viendras avec nous ? Ai-je demandé. Nous serions heureux de t'avoir parmi nous. Sonny n'a pas répondu tout de suite, peut-être conscient des regards d'Arthur et de John. Je ne sais pas, a-t-il dit. Nous sommes plutôt bien lotis ici pour le moment. Mais qui sait pour combien de temps ? C'est vrai. Et même si nous ne trouvons pas d'autres survivants là-bas, il faudra plus de temps aux Chinois pour coloniser les montagnes du New Hampshire que pour les centres urbains de Worcester, ai-je dit. Il a hoché la tête, l'air pensif. Il faudrait y réfléchir et en parler aux autres, pour voir ce qu'ils en pensent. Luke est rentré en claquant l'atlas sur la table et en regardant la carte du New Hampshire. J'ai regardé par-dessus son épaule alors qu'il passait son doigt sur et autour de la partie de la carte représentant la forêt nationale des White Mountains. Son doigt s'est arrêté après seulement 30 secondes. Puis, il a appuyé sur la page, suffisamment fort pour que le bout devienne blanc. « Le voilà, les amis !» a-t-il déclaré en me regardant d'un air triomphant. Il montrait du doigt un endroit du parc national appelé Drake Mountain. Drake Mountain ? Les autres nous ont rejoints, se bousculant pour mieux voir. Oui, a-t-il dit. Drake Mountain ? Tu penses que c'est cet endroit ? Drake, c'est un autre mot pour dragon. Dragon, sur le Mont Blanc. Ah, bien sûr, ai-je lancé, ayant enfin compris. J'y suis déjà allé, dit une voix derrière nous. C'était Ali. Elle était entrée dans la pièce alors que nous nous pressions sur la carte. Mes parents m'ont emmené à la station de ski de Drake Mountain il y a 2 ans. Bien joué, Luke, dit Sonny en lui tapant sur l'épaule. Mon ami avait l'air extrêmement content de lui, et nous l'étions tout autant. Pour le moment, nous étions heureux. Les malheurs du monde oubliés grâce à cette petite lueur d'espoir. Après s'être un peu calmés, nous avons discuté de ce que nous avions découvert. Donc c'est près de Lincoln, à la limite sud de la forêt nationale de White Mountain, dit Sonny. À environ 240 km d'ici. Ça ne sera sans doute pas une partie de plaisir, surtout maintenant que le temps semble tourner au vinaigre. Il a raison, dit Luke, après un rapide retour à la page des Massachusetts. C'est une sacrée marche, mec. J'espère que nous n'aurons pas à le faire. Faire quoi ? Marcher, ai-je dit avec un sourire. Sonny nous a montré le chemin. Nous réquisitionnons un camion de patrouille chinois et le conduisons là-bas. Les 240 km ne devraient pas nous prendre plus de, disons, 3 à 4 heures. Si on a un peu de chance, on peut faire ça avant qu'il soit signalé comme étant en retard. Je suis pas sûr d'avoir envie de tout miser sur la chance, mec, dit Luke en secouant la tête. Elle semble changer souvent de sens ces derniers temps. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise. Chapitre 20. Plus tard, quand nous nous sommes retrouvés seuls, Luke et moi avons passé en revue nos options. Nous avons un certain temps pour élaborer un plan, ai-je dit. Quelques jours au moins, le temps que l'agitation autour du camion disparu se calme. On reste ici en attendant ? Bah, si Sonny le veut bien. Il a l'air d'être un gars droit, ai-je dit. Je peux bien supporter quelques nuits de plus à dormir sur ces tapis, dit Luke, son visage se fendant d'un sourire. Après les coups et les balles en caoutchouc, mon corps a besoin de récupérer. Ouais, moi aussi, ai-je dit. Quelques heures plus tard, alors que la nuit commençait à tomber, Sonny a demandé si l'un d'entre nous voulait l'accompagner pour aller déposer le camion de location dans un parking à quelques rues de là. Arthur, Karen et moi avons levé la main. Arthur et Karen avaient tous deux à peu près mon âge. Elle était une jolie rousse, avec, d'après ce que j'ai vu, un tempérament fougueux. Arthur était grand et musclé, avec des cheveux bruns et un nez en forme de lame de couteau. Malgré leur chamaillerie pour des choses idiotes, comme qui doit s'asseoir côté passager, il était évident pour moi qu'ils avaient un faible pour l'autre. Nous avons emporté 2 bidons d'essence de 20 litres environ, et un seul réservoir de propane portable de 9 kilos. « Prends le propane et le gaz à l'arrière », a dit Sonny à Arthur, en garant le camion dans le parking souterrain. Nous étions descendus 2 niveaux en dessous de la rue, et nous nous étions garés dans une zone bien dégagée des autres véhicules et structures. Arthur s'est attelé à la tâche, et nous avons rapidement placé le bidon de propane sur le plancher de la cabine, sous le tableau de bord. « Répandez le gaz de ce bidon dans la zone de chargement du camion », a dit Sonny à Karen, tandis qu'Arthur déverse le contenu de l'autre bidon dans la cabine, en assurant d'obtenir une belle flaque autour du bidon de propane. Sonny m'a tendu un feu de signalisation. « Tu sais comment t'en servir ?» a-t-il demandé. Je l'ai vu faire, ai-je répondu. « Allume-la et jette-la à l'arrière, pour qu'Arthur ait le temps de fermer la porte. Je vais faire la même chose ici.
On va s'assurer que les Chinois n'utiliseront plus jamais ce camion, même s'ils le trouvent. Nous avons fait ce qu'il nous a demandé. Puis nous avons marché d'un pas décidé jusqu'aux escaliers. Puis nous avons commencé à remonter au niveau de la rue. Karen nous a montré un système d'arrosage, monté sur des chevrons de chaque étage. Mais bien sûr, sans électricité, il n'y avait rien pour les déclencher. Juste au moment où nous sommes sortis de la rue, il y a eu un boom sourd en dessous de nous. La bouteille de propane avait explosé. C'était une nuit claire, un répit bienvenu après le temps enneigé et couvert des jours précédents. La lune était pleine et argentée, et elle a attiré notre attention, paraissant si grosse que j'avais l'impression de pouvoir la toucher. Mais sans couverture nuageuse, la nuit était extrêmement froide, et je frissonnais malgré mon épaisse parka, alors que nous marchions les quelques kilomètres qui nous séparaient de l'académie. En chemin, Sonny a mentionné qu'un gang de rue local s'était placé hors de son territoire habituel depuis la grippe, et pourrait nous causer des problèmes. Je dois admettre que je n'y ai pas vraiment prêté d'attention. J'aurais dû. Mais je craignais davantage qu'une patrouille militaire chinoise nous tombe dessus à tout moment. Nous sommes restés 4 jours à l'académie. Et nous serions restés plus longtemps, si le destin n'avait pas conspiré pour nous forcer la main. Enfin, le destin, la chance ou Dieu, en fonction des croyances de chacun. Sonny avait raison. Le lendemain du dépôt du camion, il y a eu beaucoup d'activités radio de la part des Chinois, ainsi que des hélicoptères au-dessus de Worcester et des routes d'accès et de sortie. D'après le peu que Sonny et Brooke ont pu comprendre des discussions à la radio, un balayage de Worcester par les militaires semblait imminent. Nous n'avions pas le choix. Faire profil bas semblait être la seule option envisageable. De plus, Sonny et son groupe n'avaient pas encore décidé s'ils voulaient venir avec nous ou non. Leur donner plus de temps pour se décider semblait être la meilleure chose à faire. À part l'inquiétude constante que les Chinois puissent nous découvrir, ces quelques jours ont été formidables. Nous avons pu nous ressourcer et nous remettre de nos blessures. J'ai enfin révélé mon expérience en matière de kung-fu et pour la première fois depuis plus d'1 mois, j'ai pu pratiquer et m'entraîner. L'équipe de Sonny était bonne, en particulier Arthur, dont je pouvais dire qu'il était au même niveau que moi, voire meilleur, même si je voulais pas l'admettre. J'ai eu quelques séances avec Sonny, et il était bien au-dessus de ma catégorie, à un tout autre niveau en fait. Au 4e jour, je parvenais à le rivaliser, du moins sur le plan défensif. Luc en a profité pour s'entraîner avec son arbalète. Tous ces jeux semblent avoir été utiles. Il avait un don naturel, et en s'entraînant à tirer sur les mannequins de kung-fu dans la longue salle d'entraînement de l'académie, il est devenu chirurgical. Il a peint des cibles dessus et a été capable de faire mouche à chaque tir après seulement 2 jours. Il a eu le temps de fabriquer ses propres flèches et, à part la finition peinte et les matériaux légèrement plus raffinés des originaux, je pouvais à peine faire la différence entre les siennes et celles fabriquées en magasin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'étais impressionné par ses nombreuses compétences, et je me demandais quel autre talent il pouvait bien cacher derrière son apparence un peu loufoque. L'enfermement forcé avait un autre avantage, les informations. Pendant qu'il cherchait de la nourriture, 2 jours avant de nous trouver, Sonny nous a dit que lui et 2 autres avaient rencontré 3 survivants en passant par Worcester. Les 3 adolescents venaient aussi de Rhode Island, mais de la ville de Warwick. Ils étaient menés par une fille têtue, qui a dit à Sonny que les Chinois utilisaient des enfants comme esclaves pour nettoyer la ville de ses morts. Elle avait émis l'hypothèse que Warwick était leur point d'ancrage dans l'État, en raison de son accès à la mer. C'était une information utile, qui n'a fait que confirmer nos pires craintes. Que leur est-il arrivé ? A demandé Brooke. Eh bien, ils semblaient être des enfants très corrects, et nous les avons invités à rester. Mais elles n'étaient pas intéressées. Ils allaient vers le nord, au Canada. Nos 4 nouvelles bouches ont taxé les réserves de nourriture de l'académie. Heureusement, chaque jour qui passait, l'activité aérienne chinoise diminuait, et s'ils avaient envoyé des patrouilles terrestres, nous n'en avions vu aucune. Sonny a jugé qu'il était prudent de sortir et de chercher de la nourriture le 4e jour. « Tu penses que Luc et toi seriez intéressés par une expédition pour nous réapprovisionner ?» a demandé Sonny. « Oh que oui, putain !» a lancé Luc pour nous 2. « Ne le prends pas mal, mais j'aimerais bien sortir et prendre un peu l'air. »« Eh ben super, j'ai pensé que vous seriez intéressés. Il y a des épiceries à quelques rues de l'académie, et quelques chariots de conserve nous nourriraient tous pendant un moment encore. Je vais te dessiner une carte. » Il a été décidé que nous sortirions cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité. « N'oubliez pas les gars, ne traversez pas Foster Street, » a dit Sonny,
alors que Luke et moi nous préparions à sortir de la porte latérale de l'académie. C'est le territoire de ce gang dont je t'ai parlé, les Red Tigers. Ok, ça marche, on fera attention. Sonny m'a tendu un fusil d'assaut, dérobé aux soldats chinois qui nous avaient capturés. Le fusil était lourd et conçu d'une manière que j'avais trouvée étrange, avec le chargeur et l'action situés derrière la poignée et la détente. C'était un style que Luke appelait bullpup, et il m'a dit que c'était ce qui se faisait de mieux en matière d'armes d'assaut. C'était censé offrir un meilleur contrôle ou quelque chose du genre. Luke a refusé le fusil que Sonny lui a offert et a brandi son arbalète. Plus silencieux, dit-il simplement en réponse aux sourcils levés de Sonny, et il lui montra la poignée de flèches d'arbalète qu'il avait dans la grande poche de sa parka. Elle était peut-être démodée, mais elle avait l'air impitoyable dans la lumière froide de la porte ouverte. Sonny m'a donné un rapide aperçu du fonctionnement de l'arme. Il m'a montré le sélecteur, qui était actuellement réglé sur 1. Les autres réglages étaient 2 et 3. Il m'a dit que sur le réglage 1, l'arme tirait une balle à la fois. Sur 2, elle tirait une rafale de 3 balles, et sur 3, elle était probablement entièrement automatique, ce qui signifie que je brûlerais mes munitions en appuyant sur la gâchette, et que l'arme serait difficile à contrôler. Sonny avait l'air si sûr de lui. J'ai bu ses paroles. En fin de compte, il s'est avéré qu'il avait presque raison. J'ai mis le sélecteur sur 2 avant de quitter l'allée. En cas de problème, une rafale de 3 balles serait plus que suffisante. « Il fait sacrément froid ici ce soir, mec », a dit Luke en contournant prudemment une plaque de glace sur le trottoir. Nous étions vêtus de nos habits habituels, même si j'avais ajouté un bonnet sous la capuche de ma parka, parce que c'était une autre nuit claire et très froide. « Ouais », je dis, en regardant la buée de mon souffle s'envoler. J'ai glissé une fois, et je me suis rattrapé qu'au dernier moment. La glace noire sur le béton était presque invisible. Espérons que ces magasins sont pas complètement pillés, ai-je dit en me concentrant plus attentivement sur le chemin à suivre. J'ai vraiment pas envie qu'on perde notre temps. Sonny semblait confiant, a dit Luke. Je ne pense pas qu'il nous aura envoyés s'il ne pensait pas qu'il y avait de bonnes chances de trouver quelque chose. Il a peut-être juste espoir, ai-je répondu. Mais ça peut être une chose stupide parfois. Mec, tout le monde doit avoir de l'espoir. C'est ce qui nous permet de continuer. Eh bien, chaque fois que je me retrouve plein d'espoir, tout part en cacahuète, ai-je dit. Sans trop savoir pourquoi, mon humeur s'était assombrie. T'as l'espoir d'arriver au refuge, me fit remarquer Luke avec un sourire. Ça me dit que t'as encore de l'espoir. Ouais, j'imagine, ai-je dit. Mais je pense pas qu'on y arrivera un jour. Entre les chiens sauvages, les enfants traîtres psychopathes et l'armée chinoise, je suis pas sûr que nos chances soient très élevées. Ok, Debbie. Hein? Debbie Downer. Ah ouais, c'est drôle. Écoute, est-ce que je veux aller au refuge? Ouais, bien sûr que je le veux. Est-ce que je m'attends à y arriver? Eh ben, regarde ce qui est arrivé à Sarah. Ce genre de truc, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, et à tout moment. Luke est resté silencieux pendant un moment. Est-ce que t'as déjà entendu parler de Pandore? A-t-il finalement demandé. Le truc de la radio internet? Non, la légende, a dit Luke. Il y a longtemps, il y avait ce géant idiot, Épiméthée, qui voulait une femme. Alors les dieux lui ont fabriqué la femme parfaite. Elle s'appelait Pandore. Ce géant stupide avait reçu une boîte magique, comme un coffre d'or ou quelque chose comme ça. Le roi des dieux lui a dit qu'il ne devrait jamais l'ouvrir. Après que Pandore soit devenue sa femme, la première chose qu'Épiméthée a fait est de lui montrer la boîte et de lui dire qu'elle doit jamais être ouverte. Eh bien, dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, c'est lui donner envie de le faire. Et elle pensait qu'au trésor qui pouvait se trouver dans cette boîte. Une nuit, alors qu'Épiméthée dormait profondément, Pandore s'est glissée dans la salle au trésor et a décidé de jeter un tout petit coup d'œil à ce que contenait la boîte. Et comme on peut s'y attendre, ça s'est pas bien passé. Quand les dieux décrètent qu'une chose ne doit pas être ouverte, il faut absolument la garder fermée. Ok, t'as attisé ma curiosité, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Pandore a ouvert la boîte. Juste une fente pour pouvoir jeter un coup d'œil. Mais la boîte a été ouverte par la force qu'elle contenait. Toutes sortes de monstres, de fléaux, de pestes et de maladies en sont sortis. Tous les maux du monde suivis par la vieillesse et la mort. Deux choses que le monde n'avait jamais connues jusqu'alors. Pouah, t'imagines ça? Vivre dans un monde où il n'y a pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort, et de se voir la vie éternelle et bénie soudainement arrachée? Bref, tous les maux du monde se sont échappés de la boîte, ne laissant qu'une seule chose derrière eux. En regardant dans la boîte maintenant vide,
Pandore aperçut l'espoir couché au fond. Avant ça, sans l'adversité des choses qui avaient été piégées dans la boîte, il n'y avait pas besoin d'espoir. Donc, je pense que la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un réel besoin d'espoir, que lorsque les choses sont les plus sombres. Ouah, je suis impressionné. T'as réussi à transformer ton histoire en une métaphore appropriée à notre situation, ai-je dit. Bien sûr, ce n'était pas mon intention, a-t-il dit d'une voix grave et théâtrale. Ça, c'est de la mythologie à toute épreuve, Luc. Tes parents, ils t'ont lu beaucoup de livres quand t'étais petit? Non, pas vraiment. C'était l'histoire de Déesse de la Vengeance 2, dit-il avec un sourire malicieux en haussant les épaules. Mais ça semblait approprié. Eh ben, j'aurais dû passer plus de temps à jouer aux jeux vidéo. Je savais pas que c'était aussi éducatif. C'est pas comme si j'avais fait que jouer à des jeux, a-t-il dit, un peu sur la défensive. Désolé, ai-je dit en rigolant. Je me moquais pas complètement, hein. Les jeux semblent t'avoir appris à faire face à ce genre de situation. Ouais, je suppose, a-t-il dit en haussant les épaules. Mais la plupart de ces connaissances ne se transposent pas très bien à la vie réelle. Dans l'ancienne vraie vie, en tout cas. C'est dommage que cette partie de ma vie soit terminée. Ouais. Dommage pour nous tous. Hé, y a un magasin Onifarm. Tu veux qu'on y aille d'abord? Ai-je demandé en montrant l'enseigne de la supérette. C'est pas vraiment une épicerie, mais bon, on n'a pas à s'inquiéter de payer plus cher. Ouais, ça semble être une bonne idée, chef, a dit Luc en ajustant sa trajectoire. Onifarm était à peu près à la moitié du pâté de maison, devant une file de voitures silencieuses. La neige gelée et la glace sur les vitres des voitures nous empêchaient de voir à l'intérieur. Alors nous les observions avec méfiance en passant devant. Une file similaire de voitures était garée de l'autre côté de la rue. Je me suis demandé, comme je l'avais fait à Fort Carter, si l'une de ces voitures pouvait contenir des cadavres gelés, juste assis là où ils ont succombé à la grippe. J'ai pensé à enlever la neige de certaines fenêtres et de regarder à l'intérieur, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Pas de raison de déranger les morts s'ils sont là, me suis-je dit. D'ailleurs, je m'étais assez fait de frayeur. La vitre de la porte de Onifarm avait été brisée. Il ne nous a donc pas été difficile d'entrer. Il n'y avait pas de chariot, mais nous avons trouvé une étagère de sacs en tissu et en avons pris 2 chacun. On aurait dit qu'une bande de gamins avait saccagé l'endroit. Les rayons de chips et de bonbons avaient été démolis, mais la gamme limitée de soupes et de légumes en conserve avait été à peine touchée. Luc a fait le guet pendant que je chargeais mes sacs en premier. J'ai mis des boîtes de soupe de poulet aux nouilles et des petits pois. J'avais presque rempli les 2 sacs quand j'ai repéré des boîtes de maïs en crème sur une étagère plus haute. J'ai enlevé une partie des petits pois pour faire de la place et je les ai remplacés par le maïs. J'ai toujours eu un faible pour la crème de maïs. Je sais que c'est une drôle de manie, mais j'adore ce truc. Pendant que Luc chargeait son sac, je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour faire le guet. Une grosse demi-lune brillait dans le ciel clair, éclairant la route presque aussi bien que les lampadaires l'auraient fait, s'ils avaient fonctionné. Je n'étais pas là depuis longtemps, quand un mouvement a attiré mon attention. Je me suis baissé pour regarder par-dessus le seuil, et j'ai vu avec surprise une fille s'extraire de sous une voiture de l'autre côté de la rue, et de se précipiter dans une ruelle. Je ne l'ai pas bien vue, mais elle avait l'air d'avoir à peu près le même âge que Luc et moi. Elle portait un imperméable jaune, ce qui n'était pas discret du tout. « On devrait la suivre ?» ai-je demandé, sans quitter des yeux l'ouverture de la ruelle d'en face. « Suivre qui ?» a répondu Luc, en levant les yeux de son sac d'épicerie à moitié plein. « Il y a une fille de l'autre côté de la rue. Elle vient de prendre cette petite allée, » ai-je dit. « Une fille ? Elle semblait avoir besoin d'aide ? » Eh bien, nous sommes restés dans les restes déserts d'une ville, et elle vient de ramper sous une voiture dans le froid glacial, ai-je dit. Je pense qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. Si elle en a besoin, je suis prêt à l'aider, mec, a-t-il dit, laissant le sac à moitié rempli et s'approchant de la porte où je me tenais. Ok, alors on va aller lui demander si elle veut de l'aide, ai-je dit en posant mes propres sacs de course. Peut-être lui apporter un peu de cet espoir dont tu as tant parlé. On pourra prendre les sacs sur le chemin du retour. Nous avons quitté le magasin et traversé la rue en courant jusqu'à l'entrée de la ruelle. Les bâtiments se serraient les uns contre les autres dessus, atténuant le clair de lune. « T'es sûr qu'elle est entrée ici ?» a chuchoté Luc. « Ouais. » « Ok, alors allons-y. » Luc a pris la tête, entrant dans la ruelle avec moi juste derrière lui. Nous n'avions fait que quelques pas, quand nous avons entendu un cri derrière une benne à ordures à mi-chemin de la ruelle. « Je pense qu'elle a besoin d'aide, » dit Luc, en armant son arbalète et en prenant la fuite. J'ai dégainé l'arme automatique que Sonny m'avait donnée, et nous nous sommes précipités dans la ruelle,
en faisant tout notre possible pour ne pas glisser sur la fine couche de givre qui semblait tout recouvrir. En approchant de la benne, nous avons ralenti et entendu les bruits d'une lutte et de rires forts. Nous l'avions presque atteint, quand mon pied a heurté une vieille canette de soda que je n'avais pas vue. Luc et moi sommes restés figés sur place, alors qu'une personne, puis une autre, sont sortis pour nous faire face. Chapitre 21. Ils étaient tous deux asiatiques et portaient des blousons de cuir noir ornés de tigres rouges en train de bondir. Ils avaient l'air de gangsters. Le gars à droite tenait une batte de baseball avec plusieurs clous à travers, et l'autre avait un couteau. Voyant nos armes, celui qui avait le couteau a rapidement fouillé dans sa veste. « Vous feriez mieux de dégager !» a déclaré le type à la batte, qui semblait être le plus âgé des deux, en posant sa main sur le poignet de l'autre, l'empêchant de sortir ce qu'il avait attrapé. « C'est le territoire des Red Tigers !» « À l'aide !» a lancé un cri désespéré de derrière la benne à ordures, suivi de ce qui ressemblait à une gifle. J'ai fait un pas en avant, et celui qui avait la main dans sa poche a sorti l'arme qu'il avait tendue. « Fais pas un pas de plus, connard !» a-t-il aboyé. J'ai entendu un claquement à côté de moi, et soudain, l'agresseur a sursauté, regardant avec incrédulité le carreau d'arbalète enfoncé profondément dans sa poitrine. Le pistolet s'est écrasé sur la chaussée gelée, tandis que le type tombait à genoux, avant de basculer en avant. « Putain de merde !» a dit l'homme stupéfait avec la batte, faisant écho à ses propres pensées. Il a reculé d'un pas, tandis que Luc chargeait calmement un autre boulon dans la rainure de vol de son arbalète, l'armait et le pointait sur lui. « Vous l'avez tué ! Jack, il a tiré sur Sammy !» Il a appelé celui qui était encore derrière la benne. « Lâche la batte !» a dit Luc calmement. Nous avons entendu un cri, suivi d'une insulte et d'une autre gifle. Le bruit de la lutte derrière la benne à ordures s'est brusquement arrêté, et un petit homme trapu est apparu partiellement, en prenant soin de conserver la benne à ordures entre lui et nous. Comme les deux autres, il était asiatique, sino-américain, c'est sûr, vu qu'il avait l'air d'avoir une vingtaine d'années et qu'il n'était pas mort de la grippe. Il a levé les mains, mais je pouvais voir à son regard qu'il ne se rendait pas. Il était surtout en train de nous jauger. Il avait une petite mitrailleuse en bandoulière, du genre de celle que les commandos utilisent dans les vieux films de guerre. Il avait l'air d'avoir eu la vie dure avant la grippe, et une cicatrice courait sur le côté droit de son visage. Il était intimidant, c'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir jeté un coup d'œil au type au sol, il a levé les yeux vers nous. On sentait de la colère dans ses yeux. « Bande d'enfoirés ! C'est lequel d'entre vous qui a tiré sur Sammy ?» Il semble qu'il nous ait jaugés et qu'il nous ait trouvés lamentables. Sa main droite s'est enroulée autour du manche de son arme. « J'ai posé une question !» a-t-il crié. « C'était lui, Jack !» a dit l'autre membre du gang, les mains toujours en l'air, du moins jusqu'à ce qu'il voie comment les choses allaient tourner. Je me suis crispé quand Jack a levé son arme vers Luc. Je n'avais jamais tiré délibérément sur une personne auparavant, et je ne voulais pas commencer maintenant. Mais la situation m'a échappé. J'avais l'intention de tirer une rafale de 3 balles sur le trottoir à ses pieds, pour l'effrayer. Mais le sélecteur était réglé sur 2. Vous voyez, Sonny s'était trompé sur les réglages. 3, c'était en fait le réglage qui donnait une rafale de 3 balles, tandis que 2 était le mode rock'n'roll complet de la mitrailleuse. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'une arme tirant en mode automatique est loin d'être comme dans les films. En réalité, il est très difficile de contrôler une arme en mode automatique. Plus précisément, le recul combiné à tous les coups tirés a tendance à faire monter le canon. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Les premières balles ont touché le trottoir entre les jambes de Jack, comme je l'avais prévu. Mais alors que les tirs continuaient à arriver, le canon a commencé à monter et à promener les balles restantes de mon chargeur le long de sa jambe droite. Elles l'ont frappé juste en dessous du genou, jusqu'à la hanche droite et dans l'abdomen avant que je puisse relâcher la gâchette. Il a heurté le sol durement, laissant tomber son arme en même temps. J'étais abasourdi. La jambe droite et le flanc de Jack étaient couverts de sang et de fumée. Mes oreilles bourdonnaient encore du rugissement des coups de feu lorsque l'homme à la batte l'a lâché et s'est retourné, s'enfuyant comme un fou. Il a sauté la haute clôture derrière lui, comme si sa vie en dépendait. « Putain de merde, mec !» a lancé Luc. J'ai regardé mon arme avec effroi. Je l'ai laissé tomber de mes mains tremblantes. Jack hurlait à l'agonie,
se tenant la jambe pour essayer d'arrêter le saignement. J'ai trébuché jusqu'au mur de la ruelle et j'ai vomi les haricots et les saucisses que j'avais mangés au dîner. Luc a repoussé l'arme de Jack d'un coup de pied et a contourné la benne à ordures. J'ai pris quelques instants pour me ressaisir et en essuyant ma bouche avec ma manche, je l'ai suivi. La fille au ciré jaune était affalée contre le côté de la benne à ordures. Elle était dans le froid, avec son ciré ouvert. Son sweatshirt, sale en dessous, était relevé, exposant son ventre et son soutien-gorge. Luc a baissé sa chemise et a boutonné son pull. « On peut deviner ce que ce bâtard allait faire », a dit Luc en regardant mon visage pâle. « Tu as rendu service au monde entier en lui faisant sauter la cervelle. »« Peut-être », ai-je dit en haussant la tête et en regardant le membre du gang gravement blessé. Il avait arrêté de crier et était inconscient. Ou peut-être pire. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Luc ne semblait pas perturbé par le fait que je venais de tuer quelqu'un, et sa détermination m'impressionnait. Il a désarmé son arbalète et l'a mise en bandoulière avant de se pencher sur la fille. « Je vais la porter. Tu prends ton arme et on retourne chercher les courses qu'on a déjà mises dans le sac, » dit-il en la mettant sur son épaule et en se levant. « Barrons-nous d'ici avant que Bad Boy ne revienne avec des renforts. »« Et lui ?» ai-je demandé, après avoir récupéré l'arme automatique. « Y a rien qu'on puisse faire pour lui maintenant. Je pense qu'il est mort, mec. » J'ai regardé de plus près et j'ai vu que la poitrine du gangster était immobile. J'ai hoché la tête solennellement et nous avons commencé à marcher. « Tu peux la porter ?» ai-je demandé quand nous avons atteint le bout de la ruelle. « Ouais, elle est pas lourde en fait, » a-t-elle dit en me faisant un sourire. « C'est juste un peu gênant de la porter. » Le retour à l'académie s'est fait à toute vitesse et en jetant constamment des regards par-dessus nos épaules pour nous assurer que nous n'étions pas suivis. Nous sommes restés du côté ombragé de la rue, évitant autant que possible la lumière de la lune. Nous avons dû nous arrêter plusieurs fois pour que Luc puisse se reposer. Mais à chaque fois, il a refusé mes propositions que je prenne le relais. Il savait manifestement que j'étais en état de choc et que je n'étais pas à 100% de mes capacités. Alors je n'ai pas protesté. Nous n'avons vu personne essayer de nous poursuivre. Je pense qu'on va devoir avancer notre heure de départ, a dit Luc soufflant, alors que nous nous tenions devant la porte arrière de l'académie, attendant que quelqu'un de l'intérieur réponde à notre coup. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Demain soir ou après-demain soir au plus tard. Je vais en parler à Sonny. Parler à Sonny de quoi ? A demandé Brooke en ouvrant la porte. Et elle, c'est qui ? Une demoiselle en détresse, a dit Luc, en grognant et en faisant un pas pour la dépasser. Nous allons probablement devoir partir d'ici quelques jours. Je crois qu'on vient de toucher un nid de frelons, ai-je répondu à la première question de Brooke en la dépassant. Après avoir remis les sacs de conserve à John dans la cuisine, je me suis arrêté à la salle de bain et je me suis lavé le visage. Je n'avais pas l'air différent, mais je me sentais comme un tueur. Je suis allé à la salle d'entraînement principale où Luc avait étendu la fille sur un tapis. Sonny s'est agenouillé au-dessus d'elle, vérifiant ses yeux, tandis que Ben, Brooke et Ali observaient la scène. Luc était debout sur le côté, massant son cou. « Elle était plus lourde que je pensais, a-t-il dit. »« Elle va s'en sortir ?» a demandé Ali. « Je pense qu'elle a probablement une commotion cérébrale, a dit Sonny. Nous en saurons plus quand elle se réveillera. » Je me suis alors agenouillé à côté de lui. « Tu ne penses pas que ce soit plus grave ?» ai-je demandé. « Je ne peux pas encore le dire, a répondu Sonny. Ses yeux sont dilatés, mais pas trop. Et je ne pense pas que la commotion soit trop grave. Mais dès qu'elle se réveille, il vaut mieux l'empêcher de dormir pendant un certain temps. » Il m'a regardé. Luc m'a dit ce qui s'était passé avec les Tigers. Tu veux en parler ? Merci, peut-être, mais pas maintenant. Ok, dit-il, et il se leva. Va falloir qu'on parle des Tigers plus tard. Mais pour l'instant, je vais aller chercher une couverture et un oreiller supplémentaire pour notre invitée. Si elle se réveille, la laissez pas se rendormir. Ok, je vais la surveiller si les autres veulent manger, ai-je dit. D'accord, a dit Luc. Je vais manger, puis je reviendrai t'aider. Ok, merci, ai-je dit. Et je l'ai regardée attentivement pour la première fois, alors que les autres sortaient. Je pense que dire qu'elle était belle serait un peu exagéré. Elle avait une vilaine marque violette sur le côté du visage et était couverte de saleté et de crasse. Mais rien de tout cela, pas même le fait que ses cheveux de couleur châtain avaient été grossièrement coupés de quelques centimètres, ne pouvait cacher sa beauté. Sous son imperméable, qui semblait relativement neuf, ses vêtements étaient en lambeaux, usés par endroits.
Et il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'elle avait vécu à la dure. Je me suis demandé comment elle avait pu survivre à des nuits comme celle-ci. Elle aurait dû succomber à cause du froid. J'ai alors fouillé ses poches, mais je n'ai trouvé aucune sorte de portefeuille ou de pièce d'identité. Juste une clé qui ressemblait à un casier de gym et un sac de bonbons à moitié mangé. Je les ai remis là où je les ai trouvés, et je me suis installé pour attendre Luc. Environ 5 minutes plus tard, elle a gémi doucement et a tourné la tête. « Est-ce qu'elle revient à elle ?» a demandé Luc en revenant dans la salle d'entraînement. La jeune fille a ouvert les yeux et a regardé autour d'elle en titubant. « Est-ce que tu vas bien ?» lui ai-je demandé, en me penchant au-dessus d'elle. « T'es réveillée ?» Son regard s'est posé sur moi, et je n'avais jamais vu d'aussi beaux yeux verts de toute ma vie. « Eh bien, mes yeux sont ouverts, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit en souriant. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Indigo. Chapitre 22. Indigo. Que puis-je dire d'autre à son sujet ? Alors que ses yeux regardaient les miens, j'ai senti le début de quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, car soudain, c'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans son cerveau, et son sourire a disparu. Je l'ai vue se crisper, et j'ai cru qu'elle allait crier ou me frapper. J'ai reculé pour lui laisser de l'espace. Brooke, qui était à l'entrée derrière Luc, s'est précipitée et a posé une main apaisante sur l'épaule de la fille. Bien sûr, elle était méfiante au début. Comment lui en vouloir ? Inconsciente lors de son agression, elle s'est réveillée avec des étrangers tout autour d'elle. Mon visage était le plus imposant de tous. « Tout va bien ?» lui ai-je dit. « Tu es en sécurité. Mon nom est Isaac. Nous n'allons pas te faire de mal. »« Et moi je m'appelle Brooke. Et moi c'est Luc », a dit mon ami en se penchant sur elle et en lui faisant un signe de la main maladroit. Lentement, elle a semblé se détendre. Brooke l'a aidée à se redresser et lui a demandé si elle voulait de l'eau. Notre invité a hoché la tête et a regardé dans la pièce pendant que Luc s'est empressé d'aller lui chercher un verre d'eau. J'ai vu ses yeux s'arrêter sur les portes et les fenêtres. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, quand ses yeux se sont enfin posés sur moi. « Où suis-je ?»« Tu es à l'Académie d'arts martiaux, sur Main Street, ai-je dit. Mon ami Luc et moi étions à la recherche de nourriture quand nous t'avons vu. On t'a sauvé de ces types qui t'embêtaient et on t'a amené ici. » En repensant à ce souvenir, ses yeux se sont agrandis. « Tu sais que ces gars étaient des Tigers, hein ?» a-t-elle dit. « Si tu t'en prends à eux, ils te chercheront. Ce sont des meurtriers. » T'inquiète pas pour ça. Je pense pas qu'ils sachent où nous sommes. J'espère bien pour vous. Ils ont tué ma cousine Chloé. Ils auraient... J'ai vu des larmes couler de ses yeux, et j'ai senti mon cœur de glace commencer à fondre. Je voulais l'interroger davantage sur ce qui était arrivé à sa cousine, mais cela pouvait attendre. D'abord, nous devions gagner sa confiance et la laisser se remettre du choc de l'attaque. « T'as faim ? On a de la nourriture ici, » ai-je dit. Je pouvais voir que le calme avec lequel je parlais et la gentillesse de Brooke avaient commencé à apaiser ses craintes. J'espérais que ma proposition les apaiserait encore plus. « Oui, merci. Je suis affamée, » dit-elle, tandis que Brooke l'aida à se lever et se dirigea vers le sofa que Sonny avait placé contre le mur. « Brooke, je vais aller chercher à manger, si tu veux rester avec. »« Indigo Buchanan. »« Indigo. Cool. Je vais te chercher quelque chose. » J'ai croisé Luc sur le chemin, alors qu'il revenait avec de l'eau. « Alors, qu'est-ce que t'en penses, mec ?» a dit Luc, s'arrêtant dans le hall. « Elle est seule, et elle a peur, » ai-je répondu. « Et je la comprends. Elle ne nous connaît pas, et nous pourrions être aussi mauvais que ces Tigers. Elle a dit qu'ils avaient tué sa cousine. »« Tu penses qu'ils l'ont fait ?» Luc avait l'air troublé. « Ouais, je la crois. »« T'as vu par toi-même comment ils étaient, ai-je dit. Ces types étaient des animaux. Espérons qu'ils ne nous traqueront jamais. Sinon, ce sera un combat à mort. »« Sans blague, chef, » dit Luc. « S'ils tuent une fille innocente, j'imagine pas ce qu'ils nous feront, nous, les tueurs d'un des leurs. »« Je t'avoue que je préférais ne pas savoir, » ai-je dit en secouant la tête. Luc est reparti avec l'eau, et je suis allé à la cuisine, regardant dans les réserves de conserve, jusqu'à ce que je trouve une boîte de spaghettis os. Je les ai mis dans un bol, et j'ai pris une cuillère propre. Mes pas ont résonné sur le parquet des salles calmes de l'académie, alors que je retournais voir où étaient Sonny et ses élèves.
Quand nous sommes revenus à la salle d'entraînement principale, Brooke était toujours assise avec Indigo sur le canapé. Elles parlaient tranquillement l'un à l'autre. Aussi froids et peu appétissants qu'ils aient pu être, Indigo était très satisfaite des spaghettis Hauss. Elle a expliqué que c'était son premier repas depuis plus de 24 heures et avait presque fini de manger quand Sonny est entrée dans la pièce avec Karen et Arthur. Les yeux d'Indigo se sont agrandis d'horreur quand elle a vu Sonny. Alors j'ai rapidement mis ma main sur son bras alors qu'elle lâchait le bol et essayait de se lever. « Tout va bien, Indigo. Voici Sonny, c'est l'un des nôtres. » Toujours l'air effrayé, elle s'est lentement installée sur le canapé. Sonny a affiché un sourire en coin lorsque j'ai présenté Indigo à lui et aux deux autres. Mais il a choisi de ne pas faire de commentaires. On a transformé le placard de fourniture en face de la salle de bain en une chambre pour notre invité, dit Sonny. On a aussi mis un matelas de couchage et des couvertures chaudes. Et tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. Merci, a-t-elle dit. T'as pas peur que les autres soient jaloux? Donner à Indigo une chambre privée alors que personne d'autre n'en a dit Luke, un sourire niais sur son visage. Non, a répondu Sonny, sur un ton sérieux. Nous sommes tous conscients qu'elle a traversé une épreuve horrible et qu'elle a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Karen te conduira à ta chambre plus tard, quand tu auras sommeil. Nous avons tous fait en sorte qu'Indigo se sente aussi bien que possible. Et je pense qu'au moment du coucher, elle savait qu'elle était dans un endroit sûr, avec des gens en qui elle pouvait avoir confiance. Je me suis réveillé vers minuit et je n'arrivais pas à me rendormir. J'ai décidé d'aller chercher quelque chose à manger. Je me suis frayé un chemin prudemment à travers l'enchevêtrement des sacs de couchage et le corps sur le sol de la salle de répétition, jusqu'au couloir de la cuisine. Après avoir mangé quelques crackers rassis, je suis retourné à la salle de répétition quand j'ai entendu des voix venant du bureau de Sonny. L'une des voix était celle de Sonny. Je n'ai pas reconnu l'autre. C'était une voix de femme, avec un léger accent chinois. Intrigué et, je dois l'admettre, un peu alarmé, je me suis arrêté pour écouter. Le fait d'écouter aux portes n'est pas vraiment mon truc, mais de temps en temps, la curiosité et l'instinct de survie. C'était l'une de ces fois où je ne m'en excuse pas. « Pourquoi es-tu venu ici ?» a dit Sonny. « Comment as-tu pu te pointer ici après ce qui s'est passé, après ce que le gouvernement a fait ?» Sonny, notre peuple ne voulait pas ça. Je n'ai pas, a dit la femme, avec de l'émotion dans sa voix. Beaucoup d'entre nous sont aussi consternés par ce qui s'est passé. Certains dans les hautes sphères du gouvernement ont essayé de l'arrêter, mais ils ont été brutalement réprimés. Comment puis-je croire à un mot de ce que tu dis? Tu bosses pour eux. Donne-moi une bonne raison de pas te tuer sur le champ, a demandé Sonny. Ses pensées faisaient écho aux miennes, et j'ai brièvement pensé à courir pour attraper mon fusil, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que Sonny pouvait se débrouiller seul, et quelque chose dans le ton de la femme m'a arrêté. S'il te plaît, fais-moi confiance, Sonny. En venant ici, je me suis mise en grand danger, a-t-elle dit, une pointe de désespoir dans la voix. Si tu as eu un jour des sentiments pour moi, s'il te plaît, écoute-moi. Très bien, Huan. Je te donne 5 minutes, a répondu Sonny. Tu ferais mieux d'en profiter au maximum. Merci, a dit Huan. Toi et tes élèves devez partir d'ici. L'armée populaire en a assez de perdre des camions. Il prévoit d'acheminer une division entière à Worcester. Dans 3 jours, si vous n'êtes pas partis, vous serez rassemblés et envoyés dans un camp. Enfin, si vous n'êtes pas tout simplement exécutés. Alors c'est ce que t'es venu faire ici, me menacer. Qui d'autre sait pour nous? Non, ce n'est pas du tout pour ça que je suis venu ici, a-t-elle dit. Je suis venu ici pour t'avertir et t'aider si je le peux. Personne d'autre n'est au courant. Je fais partie de l'équipe de renseignement de la Nouvelle-Angleterre. Je l'ai demandé spécialement. Nous suivons la résistance et les mouvements dans les 6 États, et il y a eu un grand drapeau rouge au-dessus de cette ville. J'ai vu l'emplacement et je suis venu ici sur une intuition. Je savais que le virus ne t'aurait pas tué, mais je suis si heureuse de t'avoir trouvé vivant. « Et comment tu comptes nous aider ?» a demandé Sonny, sa voix s'adoucissant un peu. « Je peux te fournir un camion, et je peux te promettre qu'il ne sera pas porté disparu pendant 72 heures. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Ce que la République populaire de Chine a fait est inexcusable. Certains d'entre nous essayent de le combattre, même maintenant, ou du moins de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu m'aiderais, a dit Sonny. La femme a dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre.
Quoi? A demandé Sonny. J'ai dit que c'est parce que je t'aime, a-t-elle répété, d'une voix plus forte. Je t'ai toujours aimé, Sonny, depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Alors pourquoi y es-tu retourné, Huan? A demandé Sonny. Pourquoi tu m'as laissé? C'était mon devoir et, à l'époque, je faisais passer mon devoir avant tout, même l'amour. Et maintenant, n'est-ce pas ton devoir de nous dénoncer? Maintenant, je considère que mon devoir est une cause supérieure, a-t-elle dit. Ça me rend malade de penser que j'ai un jour placé les besoins de la République populaire au-dessus des miens, surtout vu la façon dont ils ont abusé de cette confiance. Eh bien, merci pour l'info au moins, a dit Sonny. J'espère que tu n'es pas trop offensé par le fait que je ne t'accueille pas à bras ouverts. Trop d'eau a coulé sous ce pont, et tu as tout gâché quand tu es parti. Je sais. Un jour, j'espère te montrer à quel point tu comptes encore pour moi. En attendant, j'espère juste que tu accepteras l'aide que je peux t'apporter et que tu resteras en sécurité. Si je décide d'accepter ton aide, où vas-tu laisser ce camion? Sur le même parking où tu as brûlé le dernier camion, au même niveau, a-t-elle dit. Nous avons mis le garage sous surveillance depuis que nous avons repéré le localisateur GPS du camion que vous y avez jeté. Je vais ordonner le retrait de la surveillance à midi demain. Vous pouvez récupérer le camion à tout moment après ça. Et le localisateur GPS sur le nouveau camion? Prends cette enveloppe. Elle contient les clés du camion et les instructions pour désactiver l'unité GPS. J'ai préparé ça pour toi. Quand tu auras fini avec le camion, gare-le hors de vue, sans unité GPS active. Ils vont mettre beaucoup de temps avant de le trouver. Je suppose que le camion ne sera pas préchargé de fournitures, a demandé Sonny, et j'ai imaginé le sourire sur son visage. Le réservoir d'essence sera plein, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire en toute sécurité. Une fois que vous serez sortis de Worcester, restez dans les zones rurales. L'armée populaire se concentre sur les villes pour le moment. Ils essayent de les préparer pour la première vague de repeuplement. Le gouvernement veut que les civils commencent à occuper l'Amérique du Nord dans une année civile. Qu'ils aillent en enfer, a lancé Sonny. Je dois partir. Plus je reste, plus il y a de risques qu'on me repère. J'espère que toi et tes élèves trouverez un moyen de rester libre, et si à l'avenir je peux vous aider à nouveau, je le ferai. Je me suis alors éloigné de la porte, et je me suis accroupi derrière une vitrine. Il faisait sombre dans le hall, mais la lune brillait dehors, et les flaques de lumière étaient projetées à travers les fenêtres givrées. J'ai vu à qui appartenait cette voix féminine. Une grande et jolie femme chinoise en uniforme noir. Elle est sortie du bureau de Sonny. Elle a jeté un coup d'œil de haut en bas dans le hall, avant de se précipiter vers le hall de l'académie. Je ne pense qu'elle ne m'avait pas vu. Quelques instants plus tard, Sonny, l'air pensif, sort du bureau et se dirige vers la cuisine. Quand il est parti, je me suis précipité vers mon sac de couchage. Je ne savais pas trop quoi penser de la conversation que j'avais entendue. D'un côté, j'étais excité à l'idée de pouvoir m'échapper dans un camion propre, mais je craignais aussi que ce soit un piège. J'y ai réfléchi pendant que j'essayais de dormir. Pourquoi la femme chinoise, Huan, aurait-elle créé un piège aussi élaboré si elle savait déjà où nous étions? J'ai essayé de me remémorer tout ce que je savais sur la Chine et l'histoire chinoise, et à la fin, j'en ai déduit qu'il faisait souvent preuve de logique. Soit elle était sincère, soit c'était un piège pour un plus gros poisson. Peut-être y avait-il un émetteur GPS supplémentaire sur le camion, et Huan espérait que nous la conduirions vers d'autres groupes de survivants. Peut-être savait-elle déjà pour le refuge, et espérait-elle nous utiliser pour le trouver. J'ai décidé d'en parler à Sonny, même si je me sentais un peu honteux d'avoir écouté aux portes.